Déjà très contrôlé au bureau, sa vie a pris la forme d'un tableau Excel. Vous voyez, Son temps de activité connexion. est désormais scrutée à la Temps loupe. passé au téléphone. Temps de pause, vous voyez, 9%. On m'a dit que c'était trop, fallait que je sois à 7%. Mais quand je dois aller aux toilettes, vu qu'il y a, enfin, je dois me mettre en pause pour aller aux toilettes, mais on m'a dit que je ne dois pas dépasser 7%. Quand elle est passée en télétravail, Nolwenn s'est dit qu'elle allait pouvoir gérer son temps comme bon lui semble. S'accorder des moments de pause, au calme, dans le confort de son petit 2 pièces. Loin de son open space bruyant, à bonne distance de ses chefs. Elle a vite déchanté. Elle passe en fait ses journées dans le bruit des travaux. Et malgré la distance, elle se sent oppressée par ses supérieurs. Donc là, il est 9h, j'ai un message de ma chef. Un soleil rigolo, envoyé pile à l'heure où Nolwenn est censée pointer. Ouais, moi, je trouve ça insupportable. Ça pourrait être à 9h05, 9h06. Mais là, c'est 9h. Et tout le monde répond à l'heure. On est tous au garde à vous. 5, 6, 7... À 50 ans, cette chargée de clientèle pensait gagner en autonomie. C'est le contraire qui se passe. Elle est encore moins libre qu'au bureau. Vu que tous les managers le font, je pense que c'est une demande pour bien vérifier qu'on est devant notre écran et qu'on est bien en train de travailler et de répondre sous couvert de quelque chose de sympa où on se salue comme tous les matins quand on est au travail en fait. Bonjour, que puis-je pour vous ? Nolwenn passe l'essentiel de sa journée au téléphone. Alors le sinistre a eu lieu hier, c'est ça ? Elle est salariée depuis 14 ans d'une grande compagnie d'assurance. Je vais l'enregistrer. Est-ce qu'il y a eu un constat de signé ? Elle n'avait jamais télétravaillé. Très bonne journée, merci, au revoir. Dans l'urgence, elle s'est aménagé un coin bureau au milieu de son salon. Du bricolage. L'équipement fourni par son employeur n'est, selon elle, absolument pas adapté. Donc on a ça, déjà. Et j'ai donc un fil. Là, quand mon téléphone sonne, c'est forcément dans le casque. Donc si j'ai besoin d'aller chercher un verre d'eau, je ne peux pas. Je ne suis pas libre de mes mouvements. J'ai une chaise pliante en plastique qui est épuisante. J'ai ma table qui descend un peu bas, je ne peux pas croiser mes jambes, par exemple. Je n'ai pas de repose-pied. J'ai un écran tout petit, alors que normalement, j'ai 2 grands écrans. Non, mes conditions de travail sont pas bonnes. Mais le plus difficile après 3 mois de télétravail, c'est la solitude. Nolwenn se sent isolée. La cantine et les copains lui manquent. Là, on est tout le temps seul, avec nos assurés, un peu au téléphone avec les collègues ou le manager, mais c'est pas le même contact. Et manger seul au même endroit, ne jamais bouger, c'est une sorte d'emprisonnement malgré tout. Il y a un petit côté carcéral. Combien de Nolwenn en France ? Combien de personnes seules devant leur écran, loin de leurs collègues et de la vie de bureau ? Pendant le confinement, nos modes de vie ont été bouleversés. À l'époque, travailler de chez soi, c'était lutter contre la propagation du virus. Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Passer nos journées à bosser à la maison, ça nous faisait doucement rigoler au début. Puis, ça nous a un peu agacés. Je vous vois pas. Je vous entends pas. Moi non plus, ça marche pas. Faut que tu coupes ton micro là, sinon ça fait un écho. Et ça a fini par carrément nous rendre dingues. Avec la rentrée, on s'attendait tous à reprendre le chemin du boulot. Pas du tout. Nous sommes invités à nouveau à rester chez nous. Les patrons vont devoir s'y faire. Parole de Premier ministre. Grave que ce que vous aviez prévu. Je ne suis pas sûr que dans les entreprises, le télétravail est très bonne presse. C'est les feignants qui veulent avoir recours au télétravail. Voilà un effet positif et structurel de cette crise. On va se mettre à regarder différemment le télétravail. Sommes-nous prêts à retourner dans ce monde sans frontières, où se mélangent vie professionnelle et vie personnelle ? Donc effectivement, vous avez...
Tous, on a laissé le travail coloniser nos intérieurs, s'immiscer dans notre quotidien. Ce qui devait être une parenthèse Je télétravaille. est en passe de devenir la norme. Une question, y survivra-t-on ? Dans la banlieue lyonnaise, au fond d'une zone d'activité, une entreprise d'informatique revient doucement à la vie. Bonjour Aurélie, ça va? Salut Alexandre. Franck est pas arrivé? Non, il est en vacances. Ah mais il rentre. Ah oui, il est encore en vacances cette semaine. Bonjour Agnès. Didier Guichard a fondé sa boîte il y a 20 ans. Salut Xavier. Je me suis pas trompé cette fois. Non, c'est bon. Sa fierté personnelle, saluée par leur prénom, chacun de ses 56 employés. Salut messieurs. Ça va Olivier, bonjour Paul. Didier adore voir tous ses salariés réunis dans ses bons vieux bureaux. Pendant le confinement, il les a tous mis en télétravail à contre-cœur. Il n'y a pas la même interaction, il n'y a pas le même échange, il n'y a pas les non-dits. Voilà. Et les non-dits sont importants, ce qu'on vit autour de la machine à café, un petit mot comme ça. Pour moi, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Bonjour Cindy. Stéphane n'est pas là? Non, cet après-midi. Cet après-midi. Ok. Cet épisode lui a rappelé une très mauvaise expérience. C'était il y a 20 ans, un conflit avec son tout premier salarié qui lui avait réclamé de rester 2 jours par semaine à la maison. Quelqu'un m'a appelé en me disant « Mais tu sais ce qu'il fait pendant ses journées de télétravail ?» Je lui ai dit « Oui, il travaille. » Et pas du tout. Il était en train de développer un logiciel concurrent du mien et il montait une société concurrente de la mienne. Il était isolé chez lui, tout seul, et moi, je ne surveillais pas ce qu'il faisait. Et donc, il pouvait passer des coups de fil, recruter, enfin, appeler des fournisseurs. Quand on dit loin des yeux, loin du cœur. Voilà, on pourrait penser au télétravail. Loin des yeux, je suis en télétravail, je suis loin du cœur. Didier, un patron trahi. Pas emballé du tout à l'idée de laisser ses employés dans la nature. Il aimerait tellement continuer à gérer son entreprise à l'ancienne. Mais ces vieilles recettes ne suffisent plus. Hello. Salut tout le monde, ça va? Depuis le confinement, quelque chose a changé. Bien passé le week-end? Ses salariés ont goûté au télétravail et ils n'ont pas trouvé ça infernal. Donc, on y trouve du calme, parce qu'on a tendance quand même à être dans une boîte où on échange beaucoup oralement, donc pour trouver des moments calmes, des fois c'est pas si simple. Et puis je pense à moins d'anxiété, moins de stress lié au transport. Parce que mine de rien, il y en a pas mal qui font de la route pour venir jusqu'ici, qu'ils habitent loin ou pas, hein, avec les bouchons, le périphérique et toutes les contraintes qu'on connaît. Ça permet d'un peu moins courir quand on est à la maison. Vous l'entendez, ce désir de poursuivre un peu le télétravail de la part de vos salariés? Oui, complètement. Bien sûr. Non, mais et puis je suis convaincu qu'une certaine dose de télétravail, c'est salutaire pour les collaborateurs. Je suis persuadé que ça peut amener une petite bulle d'oxygène dans leur semaine de travail, casser un peu le métro boulot dodo. Le PDG se fait violence. Pour garder ses salariés, il va devoir lâcher du lest. Mais pas question de se faire avoir une deuxième fois. Comment être sûr de ne pas payer ses employés à ne rien faire? Tous télétravailleurs, tous glandeurs, une idée reçue qui hante de nombreux patrons. Depuis qu'il bosse de chez lui, Stéphane fait les frais de ce climat de suspicion. Je me connecte toujours à 59. De toute façon, 59 pile. Donc là, je vais lancer les applications pour pouvoir traiter les clients Internet. Stéphane travaille au service après-vente d'une grande enseigne d'électroménager. Avec la distance, il a vu ses supérieurs hiérarchiques se transformer en flics. Nos managers ou les personnes qui sont en charge savent directement si là je suis en train de travailler, si je suis en pause, enfin ce que je fais en réel, en direct. Tout est mesuré à la seconde près. Tout est notifié directement. J'ai par exemple un gros fichier. Et dans ce fichier, ça me dit clairement combien de temps j'étais en pause, combien de temps j'étais en appel, combien de temps je suis resté en ligne avec les clients. Déjà très contrôlé au bureau, sa vie a pris la forme d'un tableau Excel. Son activité est désormais scrutée à la loupe. Temps passé au téléphone.
Temps de pause, vous voyez, 9%. On m'a dit que c'était trop, fallait que je sois à 7%. Mais quand je dois aller aux toilettes, vu que je dois me mettre en pause pour aller aux toilettes, mais on m'a dit que je ne dois pas dépasser 7%. Bienvenue dans une ère où chaque seconde compte. Stéphane prenait 5 minutes 20 de pause par heure. Ses chefs lui intiment de passer à 4 minutes 40. Le télétravail a plongé ses managers dans une paranoïa absolue, à tel point qu'ils vont même jusqu'à se mettre hors la loi. Ce matin-là, Stéphane rencontre un problème technique. Il n'arrive pas à recevoir les appels des clients. Il signale le bug à son responsable. Mais je peux pas avoir un autre téléphone? Vous avez pas des téléphones de près? On n'a pas de téléphone, nous. On a un autre téléphone à nous, mais on n'a pas d'autre téléphone. Entendu. Si ça ne fonctionne pas, il faudra que tu prennes un CP ou après que tu te mettes en arrêt si ça ne fonctionne pas. Me mettre en arrêt? Bah oui. Mais... C'est pas le choix, tu peux pas rester chez toi comme ça en attendant. Donc après, il faudra soit que tu poses un CP si tu as un CP, soit après que tu fournisses un justificatif. Mais je veux pas poser de CP. Bah oui, c'est ça. Ce que suggère son manager est totalement illégal. Produire un faux arrêt maladie est considéré comme une escroquerie aux prestations sociales. Bon là, je vous avoue que je suis pas trop content en fait. J'ai pas envie de me mettre en arrêt maladie en fait. Ça me met dans une position de coupable en fait. J'ai vraiment l'impression que pour eux, je suis pas en train de travailler en fait. Je trouve des excuses pour pas travailler, pour rester chez moi, être payé à rien faire, alors que depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver une solution. Faire confiance à distance, impossible pour certains chefs d'entreprise. Ceux-là peuvent trouver leur bonheur sur Internet. Des logiciels de surveillance proposent au patron d'accéder en direct au contenu de votre ordinateur. Le rêve de tout supérieur frustré de ne plus pouvoir regarder par-dessus votre épaule. Plus besoin d'être dans la même pièce pour savoir ce que vous faites et comment vous le faites. Ça vous arrive de vous demander si vos employés font bien leur travail ? Ces logiciels transforment votre ordinateur en mouchard. Celui-ci porte un nom explicite, Staff Cop, la police du personnel. Vous pourrez observer les écrans de vos salariés en temps réel. Vous pourrez lire leurs discussions, voir leurs photos et tout ce qu'ils ont téléchargé, liké ou commenté sur les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Dans ces vidéos promotionnelles, l'employé est forcément tiré au flanc et blasé. Il rêve de démissionner. Le patron, lui, est super content de l'avoir gaulé. C'est aux États-Unis que sont conçus la plupart des logiciels espions. Là aussi qu'il rencontre le plus grand succès. Nous sommes allés en Floride, à la rencontre d'un PDG en tongs. Chris Owetter a bien réussi. Il a fondé sa société de marketing digital il y a 10 ans. Il dirige aujourd'hui 40 salariés, tous en télétravail. Cette pièce, c'était le cœur du réacteur, là où toutes les ventes se faisaient, par téléphone. C'était super animé tout le temps. De la voir si calme à présent, c'est bizarre. Il y a 4 mois, Chris a autorisé ses salariés à bosser de chez eux. Immédiatement, il constate un relâchement général. Certains ne répondent plus aux mails des clients, d'autres oublient de mettre leur réveil. Bien sûr, les gens ne sont pas parfaits, et je n'attends pas d'eux qu'ils le soient. Mais je ne pouvais pas laisser s'installer des comportements qui ne sont bénéfiques, ni pour eux, ni pour ma société. Il informe alors ses salariés que leurs ordinateurs seront désormais équipés du programme de surveillance Upstaff. Nous choisissons au hasard une de ses employées pour voir à quel point ce logiciel est précis. Par exemple, Sarah, qui est-elle et que fait-elle en ce moment ? Sarah est photographe. Elle doit créer des contenus pour les réseaux sociaux de nos clients. Voilà, ça c'est elle aujourd'hui. On voit qu'elle a commencé à 7h40 ce matin. Là, ce sont des photos de son écran prises toutes les 10 minutes. Vous pouvez voir qu'elle est vraiment en train de travailler. Elle va sur Google chercher de jolies images. Juste ici, je peux voir qu'elle lit un article pour un client.
Je peux voir les légendes de photos qu'elle rédige. Toutes les 10 minutes, je peux voir exactement ce à quoi elle est occupée. Et elle est formidable. Je peux voir qu'à 12h20, elle a pris sa pause déj. Elle est revenue pour terminer tout ça, et il semblerait qu'elle s'apprête à s'arrêter là. Mais elle a commencé tôt ce matin, donc c'est normal. Le logiciel ne prévient pas quand il prend ses captures d'écran. Elles peuvent être faites à tout moment. Il mesure aussi le taux d'activité de Sarah, en enregistrant les mouvements de sa souris et les frappes sur son clavier. Chris peut également suivre Sarah à la trace, grâce au GPS intégré. Concrètement, j'achète le temps des gens. Un employé est payé en échange de son temps. En tant qu'employeur, j'estime avoir le droit de savoir à quoi ce temps est consacré et s'il est utilisé de manière optimale. Pour moi, c'est le meilleur outil pour savoir qui sont mes employés 5 étoiles qu'on doit absolument garder et ceux qui ne sont pas à la hauteur de nos exigences. Les salariés de Chris ont tous accepté d'être surveillés à distance. Le prix à payer pour conserver leur emploi. Chris lui est ravi. Il assure que son chiffre d'affaires a augmenté de 30%. En France aussi, ces logiciels sont autorisés avec le consentement des salariés. Mais rares sont les chefs d'entreprise à afficher publiquement qu'ils les utilisent. Et encore moins qu'ils s'en servent pour licencier. Seul Sébastien Djehan a accepté de nous en parler. Donc là, on voit que Nahush a fait 5 heures d'activité aujourd'hui. Grâce aux captures d'écran, il a découvert que sa dernière salariée embauchée draguait sur Internet pendant son temps de travail. Sur Skype ou autre, il y avait des discussions très personnelles de type amoureux dans les premières journées d'un travail et ça serait bien quand même qu'on se concentre sur le sujet. Donc de faire autre chose, parce qu'on est en Covid et de profiter de la situation, je trouve ça pas normal. Et au final, vous avez mis fin à son contrat de travail ? Bah non, elle a quitté par elle-même en fait, parce qu'elle a trouvé que c'était hyper intrusif notre façon de faire. Ça vous a plutôt mis mal à l'aise qu'autre chose ? Moi j'étais mal à l'aise. Ouais. Je comprends sa remarque de dire vous n'avez pas à m'espionner comme ça. Enfin, elle utilisait des mots très forts qui nous mettaient un peu en porte-à-faux par rapport à des outils comme ça. Il voulait simplement la recadrer, mais la nouvelle, choquée, a claqué la porte. D'autres employés de Sébastien ont, eux, tenté d'être plus malins. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des employés qui ont installé des logiciels de triche. Et même qui ont programmé des logiciels de triche. Ils ont développé des programmes qui simulent une activité de souris, donc un peu faire ça, et qui simulent une activité de texte, et même des programmes qui reprennent les copies d'écran des jours antérieurs, les mélangent et remettent pour la nouvelle journée un ensemble de copies d'écran mélangées. Et on a dû, pour avoir des règles efficaces de détection de ce genre de profil, on a une équipe dédiée qui regarde et qui analyse le contenu réel des écrans par rapport au jour d'avant. Le télétravail, un monde où personne ne se voit, mais où tout le monde se surveille. À Orlando, nous avons rendez-vous avec la directrice du marketing d'Upstaff. Même si on ne s'attendait pas à ce qu'elle critique son logiciel, on est quand même surpris de son zèle. Courtney se surveille elle-même. Je chronomètre toutes mes activités. Ce matin, j'ai démarré ma journée de travail à 6h55 avant de faire le trajet jusqu'ici. Vous pouvez voir que j'ai passé 15 minutes à regarder mes mails. Ensuite, j'ai pris ma voiture et me voici, 1h10 plus tard, face à vous, en train de vous parler. Non seulement elle n'a rien à cacher, mais elle pense que c'est dans son intérêt de tout dévoiler. Dans un environnement de bureau, le pire, c'est qu'il n'y a aucune donnée objective qui rende compte de la quantité de travail fourni. Ce n'est pas parce que les gens sont assis devant leur poste qu'ils sont réellement en train de travailler. Et d'un autre côté, les gens peuvent être chez eux, bosser comme des dingues toute la semaine, et personne ne le saura jamais à moins qu'ils envoient des emails. Selon Courtney, pas de problème. Être espionné serait même une chance pour les salariés sérieux. Elisabeth de Montpuy, bonjour.
Montrer sans cesse qu'on est performant à distance, mais pas sans risque. Ces psychologues du travail le constatent tous les jours. Qu'est-ce que vous attendez de cet appel ? Dans ce cabinet, on se relaie 24 heures sur 24 pour écouter et rassurer les salariés qui souffrent. Depuis le mois de mars, 1/3 des appels concernent le télétravail. C'est juste ça. Et du coup, qu'est-ce qui vous fait penser que votre activité est en péril ? Vous êtes retourné sur site ou vous êtes encore en télétravail actuellement ? Un sondage réalisé en plein confinement révèle qu'1 travailleur sur 5 s'estimait en détresse psychologique élevée. Et ça peut être des personnes qui sont en souffrance, soit des situations un peu d'isolement et de solitude, et du coup, ça peut être compliqué. Il y a des personnes qui vont aussi, à l'inverse, surinvestir le travail, parce que le télétravail, c'est quelque chose de caché. Donc, on ne voit pas en fait le travail qu'on fait. Donc, par exemple, les personnes vont vouloir réagir tout de suite aux réponses, aux appels téléphoniques, aux mails, etc., pour montrer qu'elles sont bien présentes au travail. Des salariés stressés, des patrons inquiets. Alors, comment vivre son télétravail sereinement ? Allez, je vous emmène en salle de réunion. À Lyon, Didier Guichard, pas franchement adepte, a fait appel à 2 coachs. Voilà, allez-y, prenez place. Cherchez mon PC, moi. Convertir des patrons réticents, Clément et Cécile font ça depuis 10 ans. Pendant 2 semaines, ils ont interrogé les 56 salariés de l'entreprise sur leur ressenti post-confinement. La majorité des répondants, donc 39% chez les collaborateurs et 46% chez les managers, ont estimé que la quotité optimale de télétravail serait de 2 jours par semaine. Donc là, c'est le 2 jours qui ressort. Ce sera 2 jours pour tout le monde? Ou est-ce que... Non, rien n'est décidé. Rien n'est décidé. Rien n'est décidé. Ça, c'est le résultat du sondage. Et rien n'est décidé. Attention, c'est pas un compte épargne-temps télétravail, hein. C'est un forfait maximal. Si vous le prenez, tant mieux. Si vous le prenez pas, tant pis. Il n'y a pas de recrédit sur l'année d'après. Ma crainte, c'est toujours oui, lui, il a droit, moi, j'ai pas droit. C'est ça, c'est là où, en termes de mots, c'est justement pas un droit. En fait, c'est une modalité d'organisation du travail. Prenons un exemple. Votre ingénieur commercial, s'il vous dit un jour je suis en télétravail le vendredi, non, ton rendez-vous avec le client, moi je peux pas y aller, je suis désolé. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Là, il faut faire attention aux dérives. C'est-à-dire que tu vas pas télétravailler depuis ta résidence secondaire dans les Calanques à Marseille si tu dois être en rendez-vous en clientèle le vendredi matin chez un client. Non, ça marche pas. C'est pas l'activité qui s'adapte au télétravail, c'est le télétravail qui s'adapte à l'activité des entreprises. Leur credo pour un télétravail réussi, c'est de l'autoriser à petite dose. Et surtout, ne jamais tomber dans le piège des logiciels de surveillance. Permettre jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Faut pas que le collaborateur sente mon souffle sur sa nuque. C'est pas le propos du télétravail, même si ce serait un souffle virtuel, c'est surtout pas le propos du télétravail. Les comportements de base du télétravail, c'est la confiance du manager et en réciprocité, la transparence du collaborateur. Si ces 2 ingrédients-là ne sont pas réunis, le télétravail ne peut pas fonctionner. Confiance et transparence. Voilà donc les 2 ingrédients essentiels d'un télétravail réussi. Un télétravail où l'on emporte le meilleur de notre job à domicile et où on laisse le pire au bureau.